Mais il t'aime. S'il te plaît, Camille, ne fais pas ça. Je m'arrêtai net sur les marches du palais de justice, le soleil matinal projetant de longues ombres sur le béton. Lucas se tenait derrière moi, la voix brisée par le désespoir, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais les papiers serrés dans ma main étaient encore chauds de la sortie du greffe, et le poids de ce que je venais de faire s'ancrait dans mes os comme une promesse que j'attendais de me faire à moi-même depuis des années. Je m'appelle Camille. J'ai 29 ans et je viens de demander le divorce de l'homme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Debout sur ces marches à Lyon, avec l'humidité montant déjà du Rhône bien qu'il soit à peine plus de 9 heures du matin, j'ai réalisé que l'amour ne devrait jamais faire aussi mal, aussi longtemps. Lucas me rattrapa, sa main cherchant mon coude mais s'arrêtant net, planant dans l'espace entre nous comme s'il avait peur de me toucher. C'était le meilleur ami de Julien depuis l'enfance. Le parrain d'un futur enfant que nous n'avons jamais eu. La personne qui s'était tenue aux côtés de mon mari lors de notre mariage il y a 4 ans, les larmes aux yeux, faisant un discours sur l'éternité. « Tu ne comprends pas, dit Lucas, le souffle court après m'avoir couru après. Julien est une épave en ce moment. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, ça peut s'arranger. Thérapie de couple, prendre un peu de distance, tout ce dont tu as besoin. Ne jette pas tout par la fenêtre à cause d'une mauvaise passe. » Je le regardais alors. Je le regardais vraiment. Lucas était un homme bon selon la plupart des critères. Il travaillait comme chef de projet dans une entreprise de BTP à la Pardieu, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires et qui était présent quand on avait besoin d'aide pour déplacer des meubles. Il avait épousé sa petite amie de fac, Élise, il y a 6 ans. Et de l'extérieur, il semblait former le couple parfait, le genre de personne que l'on envie lors des dîners mondains alors qu'on est assise à côté de son propre mari, en se demandant pourquoi il nous semble être un étranger. Une mauvaise passe, répétai-je, les mots ayant un goût amer sur ma langue. Lucas, sais-tu depuis combien de temps je me bats pour mon mariage? As-tu la moindre idée de ce que ça fait de se réveiller chaque matin à côté de quelqu'un qui regarde à travers toi? Son visage se tordit dans une expression qui aurait pu être de la confusion ou de la gêne. Je sais que Julien peut être distant parfois. Il a toujours été comme ça, même quand on était gamin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, aimer. Le mot semblait étranger maintenant, vidé de son sens par des années d'excuses, de manipulation psychologique et par ce genre de solitude qui s'installe dans la poitrine quand on réalise qu'on est la seule à faire des efforts. Laisse-moi te demander quelque chose, Lucas. À quand remonte la dernière fois où Julien t'a parlé de moi? À quand remonte la dernière fois où il a parlé de notre avenir, de nos projets, de quoi que ce soit qui suggère qu'il me voyait comme autre chose qu'une colocataire qui partageait son lit? Lucas ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. J'avais rencontré Julien il y a 6 ans à la fête d'anniversaire d'un ami. Il était charmant et sûr de lui, le genre d'homme qui commandait l'attention lorsqu'il entrait dans une pièce. J'avais 23 ans et j'occupais mon premier véritable emploi en tant qu'architecte d'intérieur dans un petit cabinet spécialisé dans la rénovation d'appartements anciens. Julien était expert comptable dans un cabinet de taille moyenne, ambitieux et déterminé. Et quand il me regardait, je me sentais vu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Le mariage fut magnifique, organisé dans un château historique dans le Beaujolais, avec des guirlandes lumineuses, des fleurs de magnolia et toutes les promesses d'une vie entière s'étendant devant nous. Mes parents pleuraient, mes amis applaudissaient, et j'ai marché vers l'autel en croyant de toutes mes fibres que j'avais trouvé ma moitié. Mais quelque part en chemin, le conte de fées a commencé à s'effriter. Ce ne fut pas un grand moment, une révélation dramatique. Ce fut un millier de petites coupures, une érosion progressive de tout ce que nous avions construit ensemble. Julien commença à travailler tard plus souvent, manquant les dîners que j'avais passés des heures à préparer. Il arrêta de me demander comment s'était passée ma journée, de s'intéresser à mes projets, à mes rêves. Quand nous parlions, c'était comme si nous parlions des langues différentes, chaque mot tombant à plat dans l'espace qui nous séparait. J'ai tout essayé. J'ai suggéré des soirées en amoureux qu'il annulait à la dernière minute. J'ai planifié des week-ends qu'il reprogrammait pour des urgences professionnelles. Je suis allé voir un psychologue seul, essayant de comprendre ce que je faisais de mal, pourquoi je ne semblais pas pouvoir atteindre l'homme que j'avais épousé. Et chaque fois que je soulevais mes inquiétudes, Julien les balayait d'un revers de main avec ce sourire condescendant qui me donnait l'impression d'être hystérique parce que je voulais plus que ce que nous étions devenus. Camille.
La voix de Lucas me ramena au présent. Quoi qu'il se passe, fuir n'est pas la solution. Julien a besoin de toi. J'ai failli rire à cela. Julien avait besoin de moi. Pas envie de moi. Besoin. Comme si j'étais un service public, une commodité, quelque chose vers quoi rentrer quand il en avait fini avec ce qui retenait réellement son attention. Je ne fuis pas, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je reste enfin immobile assez longtemps pour voir ce qui était juste sous mes yeux depuis des années. La vérité me crevait les yeux depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je n'avais simplement pas voulu la voir. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, vraiment pas, c'était il y a environ 18 mois. Julien et moi avions été invités chez Lucas et Élise pour un dîner, l'un de ces rassemblements décontractés que les couples font pour prétendre que leurs vies sont plus intéressantes que Netflix et les plats à emporter. Élise avait préparé un repas élaboré, le genre qui nécessitait 3 plats et des serviettes assorties, et Julien avait été animé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Il riait aux blagues d'Élise. Il complimentait sa cuisine. Il se penchait vers elle quand elle parlait comme si ces mots étaient la chose la plus fascinante qu'il ait jamais entendue. Et je restais assise de l'autre côté de la table, regardant mon mari s'animer pour une autre femme, me disant que je m'imaginais des choses. Élise était belle de cette façon naturelle avec laquelle certaines femmes semblent être nées. Elle avait de longs cheveux auburn qui semblaient toujours professionnellement coiffés, même quand elle prétendait sortir tout juste du lit, et des yeux verts qui pétillaient quand elle souriait. Elle travaillait à temps partiel dans une agence de marketing, mais sa véritable passion était la peinture. Ses œuvres étaient accrochées partout dans leur maison, des pièces abstraites aux couleurs vives que j'admirais sincèrement. Lucas l'adorait. C'était évident pour quiconque les voyait ensemble. Il la regardait comme j'aurais souhaité que Julien me regarde, avec ce mélange d'émerveillement et de dévotion qui vous fait croire que l'amour peut réellement durer. Mais Julien la regardait différemment. Son regard s'attardait un instant de trop. Ses compliments étaient un peu trop spécifiques. Et quand Élise le frôla pour remplir son verre de vin, j'ai surpris une lueur sur le visage de mon mari qui m'a noué l'estomac. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Julien et Élise se connaissaient depuis presque aussi longtemps que Julien et Lucas. Ils étaient amis, rien de plus. Et même si Julien la trouvait attirante, cela ne voulait rien dire. Les gens pouvaient apprécier la beauté sans passer à l'acte. C'est ce que je me répétais sans cesse, un mantra pour faire taire la voix dans ma tête qui murmurait que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais les signes continuaient de s'accumuler. Julien commença à mentionner Élise dans les conversations plus souvent que nécessaire. Il faisait référence à quelque chose qu'elle avait dit ou fait, et évoquait ses opinions sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec nous. Lorsque nous allions à des rassemblements de groupe, il gravitait vers elle comme un papillon de nuit vers une flamme, me laissant faire la conversation avec quiconque se trouvait à proximité pendant qu'il buvait ses paroles. J'ai commencé à les observer de plus près. La façon dont la main de Julien frôlait le bras d'Élise quand il parlait. La façon dont Élise riait à ses blagues de tout son corps, rejetant la tête en arrière d'une manière qui semblait presque théâtrale. La façon dont il s'excusait en même temps pour aller se resservir à boire ou aller aux toilettes, revenant les joues rouges en évitant tout contact visuel. Pourtant, je n'ai confronté personne. Qu'aurais-je bien pu dire? Mon mari semble aimer parler à la femme de son meilleur ami. Ce n'était la preuve de rien, sauf de ma propre insécurité. Et Julien avait le don de me faire sentir que chaque préoccupation que je soulevais était une réaction excessive, un signe de mes propres problèmes plutôt qu'un problème légitime dans notre relation. Tu es trop sensible, disait-il chaque fois que j'essayais d'évoquer mes sentiments. Tu surinterprètes les choses. Élise est comme une sœur pour moi. Lucas est mon meilleur ami. Pourquoi voudrais-tu gâcher ça avec ta jalousie? Alors, j'ai ravalé mes inquiétudes, j'ai souri lors des dîners et j'ai prétendu que tout allait bien. Je me suis convaincu que la distance entre nous était normale. Que tous les mariages traversaient des mauvaises passes. Que si j'essayais juste plus fort, si j'aimais mieux, si j'étais plus compréhensive, les choses finiraient par s'améliorer. Elles ne se sont pas améliorées. Elles ont empiré. Julien commença à rentrer de plus en plus tard. Il prétendait que c'était le travail, des projets avec des délais serrés, des clients qui exigeaient son attention. Mais quand j'ai appelé son bureau un soir pour lui demander s'il voulait que je lui apporte le dîner, son assistante m'a dit qu'il était parti depuis des heures. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il m'a accusé de le surveiller comme s'il était un enfant, de l'étouffer avec mon besoin d'attention. J'ai arrêté de demander où il était.
J'ai arrêté de planifier des soirées ensemble qu'ils ne feraient qu'annuler. J'ai arrêté d'essayer de combler le fossé entre nous car chaque tentative semblait le pousser plus loin. Au lieu de cela, je me suis jeté dans mon travail, acceptant plus de projets, restant tard au bureau moi-même parce que rentrer dans une maison vide ou retrouver un mari qui reconnaissait à peine mon existence était plus douloureux que la solitude de mon bureau. Mes amis ont remarqué le changement en moi. Ma mère appelait plus souvent, la voix teintée d'une inquiétude qu'elle essayait de déguiser en intérêt occasionnel. Mais j'ai maintenu la façade, insistant sur le fait que tout allait bien, que Julien et moi étions juste occupés, que le mariage demandait du travail, et que nous y travaillions. Le mensonge devenait plus facile à dire à mesure que je le répétais. J'ai presque commencé à y croire moi-même. Puis, il y a 3 semaines, tout a changé. J'étais rentré tôt d'une réunion client qui avait été annulée à la dernière minute. La voiture de Julien était dans l'allée, ce qui m'a surprise plus qu'il m'avait dit qu'il serait au bureau jusqu'à au moins 20 heures. Je me souviens avoir ressenti un frémissement d'espoir en marchant vers la porte d'entrée, pensant que peut-être nous pourrions dîner ensemble, parler vraiment pour une fois. La maison était calme quand je suis entré, mais la mallette de Julien était sur le comptoir de la cuisine, ses clés jetées négligemment à côté. J'ai appelé son nom mais n'ai obtenu aucune réponse. J'ai traversé les pièces du rez-de-chaussée, les trouvant vides, puis j'ai monté l'escalier vers notre chambre. La porte était légèrement entr'ouverte, et à travers l'ouverture, j'ai entendu des voix. La voix de Julien et une voix de femme qui n'était certainement pas la mienne. J'ai poussé la porte, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Et ils étaient là, mon mari et Élise, enlacés dans notre lit, dans les draps que j'avais lavés ce matin-là même. Leur corps figé en plein mouvement alors qu'ils se tournaient pour me fixer avec des expressions d'horreur identiques. Le monde s'est arrêté. Le son a disparu. Je suis resté dans l'encadrement de la porte pendant ce qui m'a semblé être une éternité, regardant la vie que je croyais connaître s'effondrer en poussière autour de moi. Les jours qui ont suivi cette découverte se sont fondus dans un brouillard de choc et de chagrin. Je n'ai pas crié quand je les ai trouvés. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement retourné, j'ai redescendu les escaliers et j'ai conduit jusqu'à un hôtel du centre-ville où je me suis enregistré pour la nuit sous mon nom de jeune fille. Julien a appelé 17 fois avant minuit. J'ai laissé chaque appel aller sur messagerie. Ces messages ont commencé par des excuses, puis sont devenus désespérés, puis colériques, passant par les étapes de sa propre panique tandis que je restais allongé sur un lit d'hôtel stérile, fixant le plafond et me demandant comment j'avais pu manquer quelque chose d'aussi catastrophique se produisant juste sous mon nez. Élise a appelé 2 fois. J'ai effacé ces messages vocaux sans les écouter. Au matin, j'avais pris ma décision. Pas dans un moment de rage ou d'impulsion, mais avec la froide clarté qui vient quand on voit enfin une situation pour ce qu'elle est vraiment. Mon mariage était terminé depuis des années. J'avais juste eu trop peur, trop d'espoir, était trop têtu pour l'admettre. Ce dont j'avais été témoin n'était pas la mort de quelque chose de beau. C'était simplement la confirmation d'un enterrement qui avait déjà eu lieu. Je suis rentré chez moi le lendemain pendant que Julien était au travail. J'ai fait 2 valises avec l'essentiel, pris mon ordinateur portable et les bijoux que ma grand-mère m'avait laissés, et j'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine qui disait seulement « J'ai tout vu. Ne me contacte pas. Mon avocat prendra contact avec toi. » Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents où ma mère m'a tenu dans ses bras pendant que je m'autorisais enfin à pleurer et que mon père faisait les 100 pas dans le salon en marmonnant toutes les façons dont il voulait faire du mal à l'homme qui avait trahi sa fille. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de consultations juridiques, d'appels téléphoniques colériques et le processus douloureux de démêler une vie qui avait été tissée ensemble pendant 6 ans. Julien s'est présenté 2 fois chez mes parents, exigeant de parler, insistant sur le fait qu'il pouvait expliquer. Mon père l'a renvoyé les 2 fois avec un langage que je ne l'avais jamais entendu utiliser auparavant. Élise est restée silencieuse. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait dit à Lucas qu'elle rendait visite à sa sœur pour quelques semaines, une urgence familiale qui nécessitait sa présence immédiate. Lucas, confiant et dévoué, l'a cru sans poser de questions. J'ai pensé à lui dire. Vraiment. Mais quelque chose me retenait. C'était en partie de l'égoïsme, le désir de gérer ma propre dévastation avant d'ajouter celle de quelqu'un d'autre à l'équation. C'était en partie la peur qu'il ne me croie pas, qu'il prenne le parti de Julien, que je sois dépeinte comme l'épouse folle et jalouse qui ne pouvait pas accepter que son mariage ait simplement suivi son cours. Alors, je suis restée silencieuse. Je me suis concentré sur la procédure de divorce,
sur le partage des biens et la dissolution des liens juridiques qui me liaient à un homme qui avait cessé de m'aimer bien avant de commencer à aimer quelqu'un d'autre. Et puis Lucas s'est présenté au tribunal. Camille, s'il te plaît. Sa voix était rauque maintenant, dépouillée de l'assurance confiante avec laquelle il avait commencé. Dis-moi juste ce qui s'est passé. Julien ne veut rien dire, juste que tu l'as quitté. Que tu étais malheureuse depuis un moment. Qu'il a essayé d'arranger les choses, mais que tu ne l'as pas laissé faire. Quoi qu'il ait fait, il est désolé. Il veut une autre chance. J'ai senti quelque chose bouger en moi à ce moment-là. Tout ce silence, tous ces secrets, toute cette marche sur la pointe des pieds autour d'une vérité qui allait de toute façon finir par éclater. J'étais fatigué de porter ça. Fatigué de protéger des gens qui ne m'avaient pas protégé. Tu veux savoir pourquoi j'ai demandé le divorce? Demandai-je, ma voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Lucas hocha la tête, ses yeux désespérés d'obtenir une réponse qui donnerait un sens au chaos. Parce que ta femme couche avec mon mari depuis au moins 18 mois, dis-je. Parce qu'il y a 3 semaines, je suis rentré tôt et je les ai trouvés dans mon lit, dans ma maison, détruisant tout ce que je pensais avoir. Parce que Julien aime Élise bien plus qu'il ne m'a jamais aimé. Et le pire, Lucas, c'est que je pense qu'il l'a toujours aimé. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, lourds et tranchants. J'ai regardé le visage de Lucas se transformer à mesure que la signification pénétrait son esprit. La confusion fit place à l'incrédulité, puis à une horreur naissante qui le fit paraître plus vieux de plusieurs décennies en l'espace de quelques secondes. Ce n'est pas, il s'arrêta, déglutit difficilement, essaya à nouveau. Élise ne ferait pas ça. Elle-même. Nous essayons d'avoir un bébé. Nous avons juste parlé de fonder une famille le mois dernier. Je sais, dis-je doucement. Et je le pensais. Je pensais que Julien m'aimait aussi. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Je pensais beaucoup de choses qui se sont avérées être des mensonges. Lucas tituba en arrière, sa main s'étendant pour agripper la rampe des marches du tribunal comme s'il risquait de s'effondrer sans elle. Je l'ai regardé assimiler ce que j'avais dit, j'ai vu le moment exact où le déni s'est effondré pour laisser place à l'acceptation, et j'ai ressenti une étrange parenté avec lui malgré tout. Nous avions été dupes tous les deux. Nous avions tous les deux fait confiance à des gens qui ne méritaient pas notre confiance. Nous avions tous les deux passé des années à croire en des relations qui étaient vides dans leur cœur, maintenues uniquement par notre propre volonté d'ignorer les signes avant-coureurs. Je suis désolé, dis-je, et je l'étais. Pas pour lui avoir dit la vérité, mais pour la douleur que cette vérité allait causer. J'ai pensé à garder ça pour moi, à te laisser dans l'ignorance comme je l'avais été. Mais tu mérites de savoir, Lucas. Tu mérites d'avoir la chance de faire tes propres choix basés sur la réalité, pas sur les mensonges dont elle te nourrit. Il ne répondit pas. Il resta juste là, agrippant cette rampe, fixant le vide tandis que son monde s'effondrait autour de lui. Je me suis retourné et je me suis éloigné en descendant les marches du tribunal vers la matinée lyonnaise. Les papiers du divorce étaient déposés. La vérité était dite. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Derrière moi, j'entendis Lucas s'asseoir lourdement sur les marches. Je ne me suis pas retourné. Quoi qu'il arrive ensuite, cela se déroulerait en son temps, mais mon rôle dans la préservation de leur secret était terminé. La seule chose qu'il restait à faire maintenant était de trouver comment reconstruire une vie à partir des décombres qu'ils avaient laissés derrière eux. Les retombées furent rapides et brutales. Dans les 48 heures suivant ma conversation avec Lucas sur les marches du tribunal, la façade soigneusement construite que Julien et Élise avaient maintenue s'effondra autour d'eux. Lucas était rentré chez lui ce jour-là et avait confronté Élise avec ce que je lui avais dit. Elle avait nié au début, bien sûr, pleurant et jurant sur tout ce qui était sacré qu'elle ne le trahirait jamais comme ça. Mais Lucas, armé des détails spécifiques que j'avais fournis, les dates, les schémas, les preuves que j'avais rassemblées sans le savoir au cours de 18 mois de soupçons, ne l'avait pas cru. Il avait trouvé les SMS enfouis dans un dossier caché sur le téléphone d'Élise, des centaines de messages entre elle et Julien qui documentaient leur liaison dans les moindres détails explicites. Déclarations d'amour, plans pour des rendez-vous secrets, plaintes au sujet de leurs époux respectifs qui étaient trop aveugles pour voir ce qui se passait juste sous leurs yeux. Cette dernière partie a piqué plus que je ne l'attendais quand Lucas m'en a parlé plus tard. Trop aveugle pour voir. Comme si notre confiance, notre amour, notre engagement à faire fonctionner nos mariages était une sorte de défaut de caractère plutôt que le fondement de ce qu'un partenariat était censé être.
Élise avait déménagé de leur maison à la fin de la semaine. Elle n'avait nulle part où aller au début, ayant brûlé ses vaisseaux avec le mensonge sur la visite à sa sœur. Elle a donc fini dans un appartement de location à court terme au centre-ville en attendant de décider de sa prochaine étape. Julien, quant à lui, était resté seul dans la maison que nous avions partagée, m'envoyant des emails et des messages vocaux désespérés que j'effaçais sans les lire ni les écouter. La maison de mes parents est devenue mon refuge pendant ces premières semaines. Ma mère gardait mon thé préféré en stock dans la cuisine, et mon père mettait un point d'honneur à m'emmener dîner au moins 2 fois par semaine, essayant de me rappeler que la vie existait au-delà des décombres de mon mariage. Ma sœur cadette appelait tous les soirs depuis son appartement à Paris, sa voix étant une présence constante à l'autre bout de la ligne pendant que je traitais le chaos autour de moi. Mais ce fut Lucas qui me surprit le plus. Il m'appela 4 jours après la confrontation au tribunal, la voix rauque de fatigue, mais plus stable que je ne l'aurais cru. Il voulait qu'on se voie pour un café, disait-il. Pas pour discuter de Julien et Élise, pas pour ressasser les détails de la liaison, mais juste pour parler, pour être avec quelqu'un qui comprenait ce qu'il traversait. J'ai accepté, bien que je ne sois pas tout à fait sûr pourquoi. Peut-être était-ce la reconnaissance que j'entendais dans sa voix, la même qualité creuse qui résonnait dans la mienne lorsque je surprenais mon reflet dans le miroir. Peut-être était-ce la curiosité de savoir comment il gérait l'implosion de sa vie. Ou peut-être était-ce simplement le besoin d'être avec quelqu'un qui ne me regardait pas avec pitié, qui ne me voyait pas comme une victime, mais comme une compagne de survie de la même catastrophe. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme de la Croix-Rousse, l'un de ces quartiers artistiques qui semblaient être à des mondes des rues de banlieue où Julien et moi avions vécu. Lucas était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette au coin avec une tasse de quelque chose de sombre et fumant, ses yeux fixés sur la fenêtre comme s'il guettait un ennemi dont il n'était pas sûr de l'arrivée. « Merci d'être venu », dit-il alors que je me glissais sur le siège en face de lui. Je sais que c'est gênant. Je sais qu'on ne se connaît pas vraiment en dehors d'eux. On se connaît, corrigeai-je doucement. C'est juste qu'on s'est toujours connus à travers eux. Peut-être qu'il est temps de changer ça. L'ombre d'un sourire traversa son visage. Le premier que je voyais depuis ce matin-là sur les marches du tribunal. Ouais, peut-être bien. Nous avons parlé pendant 3 heures ce premier jour. Pas de Julien ou Élise. Pas au début. Au lieu de cela, nous avons parlé de nous-mêmes, des parties de nos identités qui avaient été absorbées par nos mariages et qui réapparaissaient lentement après le choc. Lucas me parla de son enfance dans l'Auvergne, de ses rêves d'être architecte avant que des préoccupations pratiques ne le poussent vers la gestion de projets. Je lui ai parlé de mon travail d'architecte d'intérieur, des clients que j'aimais et des projets qui me donnaient l'impression de créer quelque chose de significatif. C'était étrange d'apprendre à connaître quelqu'un que je connaissais techniquement depuis des années. Tous ces dîners et rassemblements de groupe, et j'ai réalisé que je ne savais presque rien de qui était réellement Lucas sous la surface. Il avait toujours été l'ami de Julien, le mari d'Élise, un personnage secondaire dans l'histoire de mon mariage, plutôt qu'une personne à part entière. Mais cela changeait maintenant. Les liens qui avaient autrefois défini nos places dans la vie de l'autre étaient rompus. Et en leur absence, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme. Nous avons commencé à nous voir régulièrement après ça. Le café s'est transformé en déjeuner, qui s'est transformé en dîners occasionnels dans des restaurants que ni l'un ni l'autre n'avions visités avec nos conjoints. Il n'y avait rien de romantique là-dedans, rien qui ressemblait à une trahison ou à un remplacement. Nous étions simplement 2 personnes naviguant dans la même tempête, trouvant refuge dans la compagnie de l'autre quand le vent soufflait trop fort. Mes amis étaient sceptiques au début. « Ce n'est pas bizarre ?» demanda ma collègue Sophie quand j'ai mentionné que j'avais prévu de voir Lucas. « C'est le meilleur ami de Julien ou c'était, peu importe. N'y a-t-il pas une sorte de règle contre ça ?»« Quelle règle ?» demandai-je. « La règle qui dit que je devrais rester seul parce que la personne qui comprend le mieux ma situation se trouve avoir été amie avec l'homme qui a détruit ma vie. Lucas n'a rien fait de mal. Il a été victime de ça tout autant que moi. » Sophie haussa les épaules, pas convaincue, mais ne voulant pas argumenter. Je comprenais son inquiétude. De l'extérieur, cela semblait probablement étrange, peut-être même suspect. Mais de l'intérieur, de l'endroit où je vivais et respirais réellement et où j'essayais de reconstituer un avenir à partir des fragments de mon passé, l'amitié de Lucas semblait être une bouée de sauvetage. Il ne m'a jamais demandé de pardonner à Julien. Il n'a jamais suggéré que j'avais réagi de manière excessive ou que la liaison était d'une manière ou d'une autre de ma faute. Il écoutait juste, offrait ses propres expériences en retour, et me rappelait par sa présence que je n'étais pas seul là-dedans.
Et lentement, jour après jour, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Le tournant est survenu un jeudi soir, environ 6 semaines après la finalisation du divorce. Lucas et moi dînions dans un petit restaurant italien près de la Saône, l'un de ces endroits sans prétention avec des nappes à carreaux et des bougies plantées dans des bouteilles de vin. Nous parlions de travail, du projet que je concevais pour une chambre d'hôte locale quand Lucas est soudainement devenu silencieux. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je, remarquant la façon dont sa mâchoire se serrait. Il prit une longue inspiration avant de répondre. « Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais probablement dû dire il y a des semaines, mais je ne savais pas comment. » Mon estomac se contracta avec une anxiété familière. D'après mon expérience, les conversations qui commençaient par « je dois te dire quelque chose » finissaient rarement bien. « D'accord, je t'écoute. » Je me doutais, dit Lucas, les mots sortant précipitamment comme s'il les avait retenus trop longtemps. Pour Élise et Julien. Je me doutais qu'il se passait quelque chose depuis des mois avant que tu ne me dises la vérité. Peut-être plus longtemps. Je le fixais, ne sachant pas trop comment assimiler ce qu'il disait. Tu savais? Pas savais, me doutais. Il y a une différence. Il passa une main dans ses cheveux, une habitude nerveuse que j'avais appris à reconnaître. Il y avait des signes, des petites choses qui ne collaient pas. La façon dont Élise envoyait toujours des SMS quand elle pensait que je ne regardais pas. La façon dont elle se mettait sur la défensive chaque fois que je lui demandais comment s'était passée sa journée. La façon dont elle a commencé à se soucier davantage de son apparence même quand nous n'allions nulle part de spécial. Mais tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Et, je pense que ma femme me trompe peut-être, mais je n'ai aucune preuve et je suis probablement juste paranoïaque? Il rit amèrement. Je me suis convaincu que j'imaginais des choses, que Élise m'aimait, qu'elle ne me trahirait jamais comme ça. Je refoulais les doutes chaque fois qu'il faisait surface et je me disais que le soupçon était un poison qui tuerait mon mariage si je le laissais faire. J'ai pensé à ma propre expérience, à toutes les fois où j'avais remarqué l'attention de Julien errer vers Élise et où je m'étais dissuadé de croire ce que mon instinct me disait. J'ai fait la même chose, ai-je admis. Je l'ai vu aussi. La façon dont Julien la regardait, la façon dont ils semblaient toujours graviter l'un vers l'autre. Mais je ne voulais pas y croire. Moi non plus. Lucas croisa mon regard, et j'y vis le reflet de mon propre regret. Mais voici le truc, Camille. Quand tu m'as dit la vérité ce jour-là sur les marches du tribunal, une partie de moi n'était même pas surprise. Une partie de moi attendait cette confirmation depuis des mois, peut-être des années. J'avais juste trop peur de la chercher moi-même. Nous sommes restés assis en silence un moment, absorbant le poids de ce que nous venions tous deux de reconnaître. Nous avions eu des soupçons, nous avions vu les signes, et nous avions choisi de les ignorer parce que la vérité était trop douloureuse à affronter. Je ne te dis pas ça pour me chercher des excuses, poursuivit Lucas. Ou pour suggérer que l'un de nous est à blâmer pour ce qu'ils ont fait. Mais je pensais que tu méritais de savoir que je n'ai pas été complètement pris au dépourvu, qu'une partie de moi savait à un certain niveau, et j'ai choisi de regarder ailleurs. Nous l'avons fait tous les deux, dis-je doucement. Nous avons tous les deux aimé des gens qui ne nous aimaient pas en retour, et nous nous sommes accrochés à cet amour bien après le moment où nous aurions dû lâcher prise. Ouais. Il tendit la main à travers la table et prit la mienne, un geste qui semblait naturel malgré tout. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche. Nous. Je veux dire, cette amitié. Parce que nous comprenons tous les deux ce que ça fait d'être trahi par la personne en qui on avait le plus confiance. Et nous savons tous les deux qu'avancer ne signifie pas prétendre que le passé n'a pas existé. J'ai regardé nos doigts entrelacés, la chaleur de sa paume contre la mienne, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de la romance, pas encore, mais la reconnaissance que cette connexion que nous avions construite était quelque chose de réel, quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Merci de me l'avoir dit, dis-je. D'être honnête. Merci de ne pas avoir fui quand je l'ai fait, répondit-il. Je n'étais pas sûr que tu voudrais continuer à me voir après avoir su que j'avais des soupçons et que j'étais resté silencieux. Lucas. Je serrai sa main. Nous avons tous les deux passé des années à taire des choses qui comptaient. Je pense qu'il est temps que nous commencions à nous dire la vérité, même quand c'est difficile. Il hocha la tête, et quelque chose dans son expression s'adoucit. Ouais, je pense que tu as raison. Nous avons fini le dîner ce soir-là avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La confession avait été douloureuse, mais elle avait aussi été libératrice.
Les illusions qui avaient soutenu nos vies précédentes étaient brisées maintenant, remplacées par quelque chose de plus honnête, de plus réel. Et dans cette honnêteté, j'ai trouvé une liberté dont j'ignorais qu'elle me manquait. Pendant que Lucas et moi construisions les fondations d'une amitié inattendue, Julien et Élise voyaient leurs vies imploser. L'exposition de la liaison eut des conséquences qu'aucun d'eux n'avait anticipées. La réputation de Julien au travail souffrit lorsque le bruit courut sur la raison de la fin de son mariage. Dans le monde de la comptabilité d'entreprise, la discrétion et la fiabilité étaient des traits valorisés. Et un homme capable de trahir sa femme et son meilleur ami n'était pas quelqu'un à qui les clients voulaient confier leurs finances. Ses promotions furent mises en attente. Ses responsabilités furent réduites. La voie vers le partenariat sur laquelle il était depuis des années sembla soudain beaucoup plus lointaine. Élise s'en sortit encore plus mal. Son poste à temps partiel dans l'agence de marketing se tarit lorsque la propriétaire, une femme qui avait été trompée par son propre mari des décennies plus tôt, décida qu'elle ne voulait pas de ce genre de personne pour représenter son entreprise. Le monde de l'art dans lequel Élise espérait percer ne voulait plus rien avoir à faire avec elle après que plusieurs galeristes eurent entendu des rumeurs sur sa moralité. Elle finit par travailler dans la vente au détail dans un grand magasin, pliant des vêtements pour le SMIC tandis que ses rêves de succès artistique prenaient la poussière. Mais le vrai retournement de situation survint lorsque Julien et Élise essayèrent d'officialiser leur relation. Ils avaient supposé, je pense, qu'une fois les mariages dissous et le scandale retombé, ils pourraient enfin être ensemble ouvertement. Ils pourraient transformer leur liaison en quelque chose de légitime, quelque chose qui pourrait justifier toute la douleur qu'ils avaient causée. Ils emménagèrent ensemble environ 2 mois après la finalisation de mon divorce, dans un petit appartement en périphérie de Lyon qui était bien loin des maisons confortables qu'ils avaient chacun laissées derrière eux. En 3 semaines, ils étaient misérables. J'en ai entendu parler par le téléphone arabe, par des connaissances communes qui ne pouvaient s'empêcher de partager les ragots. Julien et Élise se disputaient constamment, leur relation dépouillée de l'excitation et du secret qui l'avait alimentée. Sans le frisson de la passion interdite, sans les maisons et les conjoints qu'ils fuyaient, ils découvrirent que ce qui restait entre eux n'était pas de l'amour, mais de l'habitude, pas une connexion, mais de la commodité. Ils ne se sont jamais vraiment connus, observa Lucas un soir alors que nous marchions le long des quais du Rhône, les lumières du centre-ville de Lyon se reflétant sur l'eau sombre. Ils connaissaient le fantasme, les réunions secrètes, les moments volés, l'idée de l'autre. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Est-ce que tu as de la peine pour eux, demandai-je, sincèrement curieuse. Il considéra la question avant de répondre. J'ai de la peine pour ce qu'ils auraient pu être, pour les personnes qu'Élise et Julien auraient pu devenir s'ils avaient fait des choix différents. Mais pour qui ils sont réellement, pour ce qu'ils ont réellement fait? Il secoua la tête. Non, comme on fait son lit, on se couche. Je hochai la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Il y avait eu un temps, au début de l'après-coup, où je m'étais tourmenté avec des questions sur ce que j'aurais pu faire différemment. Si j'avais été plus attentive, plus intéressante, plus quelque chose, Julien se serait-il égaré? Mais ces questions s'estompèrent avec le temps, remplacées par la reconnaissance lucide que les choix de Julien étaient les siens, et que les choix d'Élise étaient les siens. Je ne les avais pas poussés dans les bras l'un de l'autre. Ils y étaient allés volontairement, et ils allaient devoir vivre avec les conséquences. Et toi, demanda Lucas, la voix douce. Comment te sens-tu par rapport à tout ça maintenant? Je réfléchis à la question, la considérant vraiment avant de répondre. Je me sens plus légère, ai-je admis. Comme si j'avais porté ce poids pendant des années sans même m'en rendre compte. Et maintenant, il est enfin parti. Le mariage, la comédie, l'effort constant pour faire fonctionner quelque chose qui n'allait jamais fonctionner. C'est épuisant quand j'y repense. Et maintenant je peux découvrir qui je suis sans tout ça. Qui je veux être, ce que je veux vraiment de ma vie au lieu de ce que je pensais devoir vouloir. J'ai souri, me surprenant de la sincérité de ce sentiment. C'est effrayant, mais c'est aussi assez excitant. Lucas me rendit mon sourire, et quelque chose de chaleureux vacilla dans ses yeux. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Nous avons marché dans un silence confortable après ça. Le Rhône coulant à côté de nous, la ville s'élevant de chaque côté. 2 personnes qui avaient commencé comme des étrangers, étaient devenues des connaissances par mariage, et avaient fini par devenir amies par le divorce. Le chemin qui nous avait menés ici était douloureux et tortueux. Mais debout à ce moment-là, je ne pouvais pas trouver en moi la force de le regretter. Parce que la vérité, aussi dévastatrice qu'elle ait été à dire et à entendre,
nous avait libérés tous les deux. Et dans cette liberté, nous découvrions des possibilités qu'aucun de nous n'avait imaginées lorsque nous étions piégés dans des mariages bâtis sur des mensonges. Les marches du tribunal semblaient dater d'une vie antérieure maintenant. Mais je me souvenais du visage de Lucas quand je lui avais dit la vérité. Je me souvenais de la façon dont son monde s'était effondré en l'espace d'une seule phrase. Je lui avais fait un cadeau ce jour-là, même si cela n'avait pas semblé en être un sur le moment. Je lui avais donné la réalité, et avec cette réalité venait la chance de construire quelque chose de mieux. Nous avions tous les deux cette chance. Maintenant, la question était de savoir ce que nous allions en faire. Le divorce fut finalisé un mardi gris de novembre, exactement 4 mois après que j'ai déposé les papiers sur ces marches du tribunal. J'étais assise dans le bureau de l'avocat alors que la signature du juge était examinée, alors que les derniers fils juridiques me liant à Julien étaient officiellement rompus. Il aurait dû y avoir du chagrin, je supposais, ou de la colère, ou quelque chose de dramatique pour marquer la fin d'une relation de 6 ans, 4 ans de mariage, et ce que j'avais cru un jour être une vie entière de partenariat. Au lieu de cela, je ressentais la paix. Julien n'avait rien contesté à la fin. La preuve de sa liaison, combinée à sa propre culpabilité, l'avait rendu docile d'une manière qu'il n'aurait jamais été autrement. Je suis reparti avec la valeur nette de notre maison, mes comptes d'épargne intacts et une rupture nette qui ne laissait aucun lien financier entre nous. C'était plus que juste. C'était la liberté. Le divorce de Lucas prit un peu plus de temps à se finaliser, compliqué par des questions de partage des biens et la maison qu'ils avaient achetés ensemble. Mais en décembre, lui aussi était légalement célibataire. Debout de l'autre côté de son mariage avec le même mélange de soulagement et d'incertitude que j'avais connu des semaines plus tôt. Nous avons célébré ça, si l'on peut dire, avec des plats chinois à emporter dans mon nouvel appartement. J'avais trouvé un endroit dans le quartier des Brotteaux, un 2 pièces lumineux avec du parquet et des fenêtres qui laissaient entrer le soleil de l'après-midi. C'était plus petit que la maison que j'avais partagée avec Julien, mais c'était à moi d'une façon dont rien n'avait été à moi depuis des années. Au nouveau départ, dit Lucas, levant un récipient de poulet à l'orange dans un faux toast. À la survie, répliquai-je, tapant mon récipient contre le sien. Et aux décisions terribles prises par des gens terribles qui nous ont menés d'une manière ou d'une autre à ce moment. Il rit, un vrai rire qui plissa les coins de ses yeux. Je bois à ça, métaphoriquement, parce que ce thé n'est pas exactement du champagne. Nous avons mangé dans un silence confortable pendant un moment. Le genre de calme qui vient quand on connaît quelqu'un assez bien pour que les mots ne soient pas toujours nécessaires. Au cours des derniers mois, Lucas était devenu la personne à qui je parlais en premier quand quelque chose arrivait, bon ou mauvais. C'était celui qui connaissait ma commande de café, mes films préférés, ma peur irrationnelle des pigeons, et je connaissais ses manies aussi. Sa tendance à tout suranalyser. Son habitude de faire des jeux de mots terribles quand il était nerveux. La façon dont il tambourinait des doigts sur les tables quand il réfléchissait. Je peux te demander quelque chose, dit Lucas finalement, posant sa nourriture. Bien sûr. Quand tu m'as dit la vérité ce jour-là sur les marches du tribunal, avais-tu peur? Je considérais la question. Terrifié, ai-je admis. Je ne savais pas comment tu réagirais, si tu me croirais ou me blâmerais ou si tu t'effondrerais complètement. Et une partie de moi se sentait coupable d'être celle qui brisait ton monde, même si je savais qu'il devait être brisé. Je suis content que tu l'aies fait, dit-il doucement. Même si entendre ces mots a été le pire moment de ma vie. Je suis content que tu me l'aies dit. Vraiment? Vraiment? Il croisa mon regard, et il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais pas vu avant. Quelque chose de chaud et de stable et d'indéniablement tendre. Parce que si tu ne l'avais pas fait, je vivrais encore dans le mensonge. Encore marié à quelqu'un qui ne m'aimait pas. Me demandant toujours pourquoi rien ne semblait jamais tout à fait juste sans comprendre pourquoi. Et maintenant je sais. Il sourit doucement. Et maintenant, je peux choisir ce qui vient après. C'est un cadeau, Camille. Tu m'as donné ça. J'ai senti mes joues chauffer à ces mots, à la sincérité dans sa voix. Je pense que nous nous sommes donnés ça l'un à l'autre, dis-je. Aucun de nous n'aurait pu traverser ça seul. Non, convint-il. Nous n'aurions pas pu. L'air entre nous changea, chargé de quelque chose de non dit. J'étais soudain consciente de notre proximité, de la façon dont sa main reposait sur le coussin du canapé à quelques centimètres de la mienne. Mon cœur fit quelque chose de compliqué dans ma poitrine, un battement de reconnaissance qui me surprit par son intensité. Mais aucun de nous ne bougea.
Aucun de nous ne nomma ce qui se passait. Nous sommes simplement restés assis là dans la chaleur de mon nouvel appartement et avons laissé le moment exister sans essayer de le définir. Il y aurait du temps pour les définitions plus tard. Pour l'instant, c'était suffisant. Ce qui avait commencé comme une guérison partagée devint autre chose au cours des mois suivants. Quelque chose que je n'avais pas prévu et certainement pas attendu. Lucas et moi avons continué à nous voir régulièrement. Notre amitié s'approfondissant à chaque conversation, chaque repas partagé, chaque appel téléphonique tardif qui s'étirait jusqu'aux petites heures du matin. Nous parlions de tout et de rien, de notre passé et de nos futurs, des cicatrices que nos mariages avaient laissées et des espoirs que nous nourrissions encore malgré elles. Et quelque part en chemin, j'ai commencé à réaliser que mes sentiments pour lui avaient changé. Ce ne fut pas un moment unique de révélation. Ce fut une prise de conscience progressive, comme le soleil se levant si lentement qu'on ne remarque pas l'obscurité se lever jusqu'à ce que soudain tout soit baigné de lumière. Je me surprenais à penser à lui quand nous étions séparés, me demandant ce qu'il faisait, voulant partager de petits moments de ma journée avec lui. Je remarquais la façon dont mon pouce accélérait quand son nom apparaissait sur mon téléphone. La façon dont je me surprenais à sourire à des messages qui n'étaient même pas particulièrement drôles. J'ai essayé de me dissuader au début. C'était trop tôt, me disais-je. Trop compliqué. Lucas avait été le meilleur ami de Julien. Commencer quelque chose de romantique avec lui donnait l'impression que cela ne pourrait jamais échapper à l'ombre de notre rencontre, de la trahison qui nous avait réunis. Mais plus je passais de temps avec lui, plus ses objections semblaient vides de sens. Lucas n'était plus l'ami de Julien. Cette relation s'était brisée avec tout le reste. Et ce que nous avions construit ensemble, cette connexion forgée dans les conséquences d'une dévastation partagée, n'avait rien à voir avec les personnes qui nous avaient blessés. Cela avait tout à voir avec nous, juste nous. Je n'ai rien dit au début. J'avais trop peur de gâcher ce que nous avions, de pousser pour quelque chose de plus et de perdre l'amitié qui était devenue la fondation de ma nouvelle vie. Mais la tension entre nous devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les regards persistants, les contacts accidentels dont aucun de nous ne se retirait. La façon dont notre conversation s'éteignait parfois dans des silences chargés qui en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Le tournant est survenu un soir de printemps près d'un an après le jour où j'avais demandé le divorce. Lucas et moi étions dans son nouvel appartement, un endroit modeste sur la presqu'île qu'il avait décoré avec des photographies de paysages qu'il avait prises lors de randonnées le week-end. Nous regardions un film, une comédie oubliable à laquelle aucun de nous ne prêtait vraiment attention quand sa main trouva la mienne dans l'obscurité. Je l'ai regardé. Il m'a regardé, et quelque chose qui s'était accumulé depuis des mois a finalement atteint son point de rupture. « Camille, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je dois te dire quelque chose. Et j'ai besoin que tu promettes que tu ne t'enfuiras pas avant que j'ai fini. » Mon cœur battait la chamade maintenant, si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Je le promets. » Il prit une profonde inspiration. « Je crois que je tombe amoureux de toi. Je sais que c'est fou. Je sais que nous avons commencé cette amitié comme deux personnes essayant de survivre à un désastre, et je ne me suis jamais attendu à ce que cela devienne autre chose. Mais quelque part en chemin, tu es devenu la personne à qui je veux parler chaque matin et la dernière voix que je veux entendre chaque soir. Et je ne peux pas continuer à prétendre que c'est juste de l'amitié quand je sais dans mon cœur que c'est tellement plus. Je le fixais, les mots me submergeant comme une vague. Une partie de moi savait que cela arrivait. Une partie de moi l'attendait, l'espérait, même si je me convainquais que c'était impossible. Lucas, dis-je, et ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru. Je tombe amoureuse de toi aussi. Le sourire qui illumina son visage fut la plus belle chose que j'ai jamais vue. Et quand il se pencha et m'embrassa, doux et hésitant et plein de promesses, je sus que tout ce que nous avions traversé, toute la douleur et la trahison et le chagrin nous avaient menés exactement là où nous étions censés être, dans les bras l'un de l'autre. Enfin, à la maison. 3 ans plus tard, je me tenais dans une petite chapelle à la périphérie de Lyon, portant une robe blanche simple et tenant un bouquet de fleurs sauvages. Lucas attendait à l'autel, les yeux brillants de larmes. Il ne prenait pas la peine de se cacher. Et alors que je marchais vers lui, j'ai ressenti tout le poids de ce qui nous avait menés à ce moment. Les invités étaient peu nombreux mais significatifs. Mes parents étaient assis au premier rang, ma mère tamponnant ses yeux tandis que mon père souriait avec le genre de fierté que je n'avais pas vu depuis que j'étais enfant. Ma sœur servait de demoiselle d'honneur, ayant conduit depuis Paris la veille avec un coffre plein de champagne et un discours qu'elle refusait de me laisser prévisualiser.
Le frère de Lucas se tenait à ses côtés comme témoin, un homme calme que j'avais appris à connaître et à aimer au fil des années de dîners de famille et de rassemblements de vacances. Il n'y avait personne de nos anciennes vies, aucun ami commun de l'époque où Julien et Élise faisaient partie de notre monde. Ce chapitre était clos, scellé dans un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur nous. Quant à Julien et Élise, leur histoire s'était terminée aussi mal qu'elle avait commencé. Leur relation s'est effondrée moins d'1 an après avoir emménagé ensemble, défaite par le même égoïsme et la même malhonnêteté qui avaient alimenté leur liaison. Julien avait fini par déménager dans une autre région, prenant un poste de niveau inférieur dans une entreprise plus petite et s'effaçant dans le genre d'obscurité qu'il avait toujours crainte. J'ai entendu par des connaissances lointaines qu'il ne s'était jamais remarié, que sa réputation ne s'était jamais complètement rétablie, que les choix qu'il avait faits pendant notre mariage continuaient de le hanter bien après que j'ai cessé de me soucier de son sort. Élise s'en est encore moins bien sortie. Ses tentatives pour reconstruire sa carrière ont échoué les unes après les autres, et le monde de l'art qui semblait autrefois si prometteur a fermé ses portes à quelqu'un connu plus pour son scandale que pour son talent. Elle a fini isolée et amère, éloignée de la famille et des amis qui ne pouvaient pas lui pardonner sa trahison envers Lucas. Aux dernières nouvelles, elle vivait seule dans une petite ville quelque part, faisant un travail qu'elle détestait et se demandant où tout avait mal tourné. Je mentirais si je disais que je n'ai rien ressenti en apprenant ces choses. Il y avait une lueur de satisfaction, un sentiment que justice avait été rendue même sans aucune action directe de ma part. Mais ce que je ressentais surtout, c'était de l'indifférence. Leur vie n'était plus mon souci. Leurs choix les avaient menés à leurs conséquences. Et j'étais passé à quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'ils auraient pu me prendre. Debout devant cet autel, regardant l'homme qui avait commencé comme un étranger, était devenu un ami, et s'était transformé en l'amour de ma vie, j'ai compris que la phrase que j'avais prononcée sur les marches du tribunal toutes ces années auparavant avait été plus qu'une simple révélation de la vérité. Cela avait été un catalyseur, un début déguisé enfin. « Je t'aime », dit Lucas alors que nous échangions nos vœux, la voix épaisse d'émotion. Pas malgré tout ce qui s'est passé, mais à cause de qui tu es devenu à travers tout ça. Tu m'as montré à quoi ressemble le courage, ce que signifie l'honnêteté, ce que ça fait d'être vraiment connu et aimé pour exactement qui on est. Je t'aime aussi, dis-je, mes propres larmes coulant librement maintenant. Tu m'as appris que recommencer ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie construire quelque chose de nouveau à partir des leçons qu'il nous a enseignées. Et je ne peux pas imaginer construire cette vie avec quelqu'un d'autre que toi. Quand il m'a embrassé, scellant nos promesses avec une tendresse qui faisait encore battre mon cœur après toutes ces années, j'ai entendu ma mère pleurer et ma sœur applaudir et mon père se racler la gorge comme il le faisait toujours quand il essayait de ne pas devenir émotif. La phrase qui avait autrefois fait exploser nos deux vies nous avait aussi libérés. Elle avait détruit 2 mariages bâtis sur des mensonges et créé de l'espace pour quelque chose de réel, quelque chose d'honnête, quelque chose qui valait la peine de se battre. Et alors que je sortais de cette chapelle avec la main de mon mari dans la mienne, je savais que la vengeance que je n'avais jamais consciemment cherchée avait été livrée de la manière la plus inattendue possible. Pas par la colère ou la vindicte, mais par la joie, par la paix, par un amour que Julien et Élise, dans toute leur manigance et trahison, ne comprendraient jamais. En repensant à tout ce qui s'était passé, de la découverte dévastatrice aux marches du tribunal jusqu'à la construction lente et miraculeuse d'une nouvelle vie, j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'était pas de les faire souffrir. C'était de refuser de laisser leur choix définir mon avenir. C'était de prendre les décombres qu'ils avaient créés et de les utiliser comme fondation pour quelque chose de beau. J'ai marché dans l'après-midi de Lyon avec Lucas à mes côtés, prête à commencer le prochain chapitre d'une histoire qui avait commencé par une trahison et fini avec le genre d'amour que j'avais cessé de croire possible. Le voyage à travers le chagrin et la guérison m'avait appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours meilleure que des mensonges confortables. Et la vie qui nous attendait, bâtie sur l'honnêteté et la confiance, et le genre de partenariat dont j'avais toujours rêvé, était la preuve que parfois les pires fins mènent aux plus beaux débuts.